Bonjour et bienvenue sur le décryptage mondial. Ce qui se joue aujourd'hui autour de l'Iran, ce n'est pas seulement une guerre de plus au Moyen-Orient. C'est peut-être le début d'un nouveau choc énergétique mondial. Parce que quand le détroit d'Ormuz vacille, ce ne sont pas seulement quelques pétroliers qui changent de route, ce sont aussi les prix du pétrole, du gaz, du transport, de l'industrie et au bout de la chaîne, votre portefeuille. Et cette fois, le risque est pris très au sérieux. D'un côté, l'Iran menace de fermer complètement le détroit d'Ormuz si ses infrastructures énergétiques sont visées. De l'autre, Washington hausse brutalement le ton. Résultat, le marché ne regarde plus seulement une guerre régionale. Il regarde la possibilité d'un choc mondial sur l'énergie. Les tensions actuelles autour d'Ormuz sont suivies de très près, car ce passage concentre une part majeure des flux mondiaux de pétrole et de GNL. Dans cette vidéo, on va répondre à une question très simple. Comment une guerre autour de l'Iran peut-elle frapper directement l'économie mondiale, l'inflation et peut-être même votre quotidien ? Pour comprendre ce qui se passe, il faut commencer par le cœur du problème, le détroit d'Ormuz. Sur une carte, cela ressemble à un couloir maritime étroit. Mais dans la réalité, c'est un goulot d'étranglement énergétique mondial. Une partie énorme du pétrole consommé dans le monde passe par là. Et une part très importante du commerce mondial de gaz naturel liquéfié aussi. Donc, quand Ormuz est perturbé, ce n'est pas seulement un problème pour les pays du Golfe, c'est un problème pour l'économie mondiale tout entière. Et c'est précisément pour cela que le sujet est si explosif. Il ne faut pas imaginer une fermeture comme un simple interrupteur, ouvert ou fermé. Dans la réalité, il suffit parfois de beaucoup moins que ça. Une circulation réduite, une menace militaire crédible, des coûts d'assurance qui montent, des armateurs qui hésitent, des marchés qui paniquent. Et tout de suite, les prix commencent à bouger. Autrement dit, il n'est même pas nécessaire que tout s'arrête complètement pour que le choc commence. Il y a un point essentiel à comprendre. On n'est plus dans la simple spéculation. Le choc a déjà commencé. Les flux se sont contractés. Les marchés ont commencé à intégrer un vrai risque d'offre. Le pétrole est monté. Et les tensions se voient déjà sur toute la chaîne énergétique. Donc non, on n'est plus dans un scénario abstrait. On est dans une crise qui commence déjà à se diffuser dans les prix, dans la logistique et dans les anticipations économiques. Et quand un événement géopolitique devient un risque macroéconomique mondial, tout change. À partir de ce moment-là, ce ne sont plus seulement les militaires et les diplomates qui sont concernés. Ce sont aussi les banques centrales, les gouvernements, les industriels, les transporteurs, les investisseurs et au bout du compte, les consommateurs. Quand on parle de choc énergétique, beaucoup de gens pensent immédiatement à l'essence. Mais le vrai sujet est beaucoup plus large. Oui, le pétrole compte, mais ce qui est en jeu ici, ce sont aussi le diesel, le kérosène, le gaz, le transport maritime, la logistique, l'industrie lourde, la pétrochimie, les engrais et même une partie des prix alimentaires. Et c'est là que le sujet devient vraiment inquiétant. Parce que lorsque l'énergie devient plus chère, le choc ne reste pas dans le secteur énergétique, il se diffuse. Dans le prix des marchandises, dans le coût du fret, dans les chaînes d'approvisionnement, dans la facture énergétique des entreprises et finalement dans le budget des ménages. C'est ça, la mécanique d'un choc énergétique. Il commence dans une zone très précise du monde, puis il remonte toute la chaîne économique. On pourrait croire que l'Europe est à distance de ce conflit. Militairement, oui, mais économiquement, c'est une autre histoire. Parce que l'Europe reste extrêmement sensible aux chocs énergétiques. Quand l'énergie redevient plus chère, l'inflation peut repartir, au moment même où la croissance reste molle. Et là, le problème devient sérieux. Parce que cela place les économies européennes dans un piège. D'un côté, les prix remontent. De l'autre, l'activité ralentit. Et dans ce genre de situation, tout devient plus compliqué. Pour les entreprises, pour les ménages, pour les gouvernements et pour les banques centrales. En clair, une guerre régionale peut remettre l'Europe face à une vieille angoisse économique, payer plus cher son énergie tout en s'appauvrissant. Et c'est exactement le type de combinaison qui nourrit ensuite les tensions sociales, les débats budgétaires et parfois même les fractures politiques.
La BCE a d'ailleurs récemment revu son scénario d'inflation dans un contexte de choc énergétique lié au Moyen-Orient. Quand le pétrole monte durablement, l'inflation remonte en général. Et pendant ce temps-là, la croissance ralentit. C'est une mécanique connue. L'énergie plus chère augmente les coûts de production, pèse sur le transport, renchérit une partie de la consommation et réduit en même temps le pouvoir d'achat. Donc le choc est double. Les prix montent, mais l'économie peut ralentir. Et si ce mouvement dure, les conséquences peuvent devenir plus larges. Des investissements retardés, des marges sous pression, des finances publiques plus tendues et des ménages qui consomment moins. Le vrai danger n'est donc pas seulement un pétrole plus cher pendant quelques jours. Le vrai danger, c'est un choc suffisamment long pour contaminer l'environnement économique mondial. Le FMI avertit qu'une hausse durable des prix de l'énergie peut nourrir l'inflation tout en pesant sur la croissance. Ce qui rend cette crise encore plus intéressante à décrypter, c'est qu'elle ne touche pas tous les pays de la même façon. Il y a d'abord les producteurs, qui pourraient sembler protégés. Mais produire du pétrole ne suffit pas si vous ne pouvez plus l'exporter normalement. Un pays peut être riche en énergie et pourtant devenir très vulnérable si ses routes maritimes sont perturbées. Ensuite, il y a les pays importateurs fragiles. Pour eux, la hausse de l'énergie est une double peine. Ils paient plus cher leurs importations et voient leurs finances se tendre. Enfin, il y a les grandes économies industrialisées. Elles peuvent absorber une partie du choc, mais pas sans coût. Inflation plus tenace, confiance plus faible, industrie sous pression, croissance plus molle. Autrement dit, le monde ne souffre pas tous de la même manière, mais presque tout le monde a quelque chose à perdre. Jusqu'ici, le cœur du problème, c'est surtout la circulation, les routes maritimes, les menaces, les coûts, la peur du blocage. Mais le pire pourrait être ailleurs. Le pire, ce serait que le conflit se déplace plus franchement vers les infrastructures énergétiques elles-mêmes. Et là, la différence est énorme. Quand une guerre menace les routes d'exportation, le commerce est perturbé. Mais quand elle commence à viser les installations énergétiques majeures, c'est la capacité de production elle-même qui peut être touchée. Et dans ce cas-là, le risque devient plus profond, plus durable et beaucoup plus difficile à corriger rapidement. Autrement dit, la crise ne serait plus seulement un problème de navigation, elle deviendrait un problème de destruction d'actifs stratégiques. Et si ce seuil est franchi à grande échelle, le choc énergétique pourrait entrer dans une toute autre dimension. Quand les grandes puissances économiques commencent à parler ouvertement de sécurité maritime et de protection des approvisionnements énergétiques, cela veut dire une chose. Elles voient une menace crédible pour la stabilité mondiale. Et cette réaction est logique. Le monde sort déjà de plusieurs années de chocs successifs. Inflation, guerre en Ukraine, tensions commerciales, durcissement monétaire, fragmentation géopolitique. Dans ce contexte, un nouveau choc énergétique massif ne serait pas simplement un problème de plus. Il pourrait agir comme un accélérateur de toutes les fragilités déjà présentes. Et c'est aussi pour cela que ce sujet a une portée politique immense. Quand l'énergie redevient une arme géopolitique majeure, les rapports de force changent. Les importateurs deviennent plus nerveux. Les producteurs stratégiques regagnent du poids. Les routes maritimes redeviennent des enjeux de puissance. Et les États redécouvrent une réalité brutale. La mondialisation repose encore sur quelques points de passage extraordinairement vulnérables. À ce stade, il faut rester rigoureux. Personne ne peut dire avec certitude ce qui va se passer ensuite. Mais on peut distinguer 3 scénarios. Premier scénario, la désescalade rapide. La tension retombe, le trafic reste perturbé quelque temps, mais le pire est évité. Les marchés se détendent progressivement. Deuxième scénario, une crise longue mais contenue. Le détroit n'est pas totalement bloqué, mais il reste sous forte tension. Les flux passent mal, à coûts élevés, avec des risques permanents. Résultat, l'énergie reste chère, l'inflation remonte, la croissance ralentit. Troisième scénario, l'escalade majeure. Les infrastructures énergétiques sont davantage visées. Les flux se contractent encore. L'offre mondiale baisse plus fortement. Et le choc énergétique devient alors l'un des grands faits économiques mondiaux de l'année. Ce scénario n'est pas acquis, mais il n'est plus théorique non plus. Au fond, la question la plus simple est aussi la plus importante.
qu'est-ce que cela change pour vous? La réponse tient en 4 points. D'abord, le carburant. Ensuite, certains coûts de transport et de logistique. Puis, plus largement, une pression possible sur les prix. Et enfin, une fragilité économique plus diffuse, mais bien réelle. Quand l'énergie devient plus chère, les entreprises hésitent davantage. Les ménages arbitrent plus. Les gouvernements dépensent plus pour amortir les chocs. Et toute l'économie devient plus nerveuse. Cela ne veut pas dire qu'il y aura immédiatement une explosion de toutes les factures. Mais cela veut dire qu'un conflit autour de l'Iran peut, par le biais de l'énergie, peser bien au-delà du Moyen-Orient. Et c'est précisément pour cela que cette guerre concerne aussi l'Europe, et bien plus largement tous les pays dépendants d'un monde encore structuré par les grands flux énergétiques maritimes. La vraie question n'est donc plus seulement de savoir si la guerre contre l'Iran restera régionale sur le plan militaire. La vraie question, c'est de savoir jusqu'où elle peut devenir mondiale sur le plan économique. Parce qu'aujourd'hui, le détroit d'Ormuz n'est pas seulement un point chaud géopolitique, c'est un point de bascule pour l'économie mondiale. Et quand l'énergie vacille, tout le reste peut suivre. Les prix, la croissance, l'industrie, les banques centrales et parfois même la stabilité politique. Autrement dit, ce qui se joue là-bas n'est pas loin de nous. C'est déjà en train d'entrer dans l'économie mondiale. Merci d'avoir suivi cette analyse sur le décryptage mondial. À très bientôt pour un nouveau décryptage.